Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce mercredi soir pour notre émission sportive quotidienne. On démarre avec le sommaire. Sommaire, au menu de la Grande Team, l'impressionnante transformation de Mesut Ozil fait le buzz. C'est dans sa buzz. Éléphant, quels sont les gagnants et les perdants de cette fenêtre internationale? On en parle en actu avec nos consultants et invités. Bonne suite d'émissions avec Marie-Christine Beaugré sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Allez, je vous donne donc la question LGT de ce soir. Éléphant, quels sont les gagnants et perdants de cette fenêtre internationale? Parlons bien sûr des joueurs. Pour nous joindre, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez la possibilité de nous écrire, bien sûr, sur la page Facebook de la 3. Alors, pour l'émission de ce soir, je serai accompagnée de Henri Joël. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. On ne vous a pas entendu, Henri. Bonsoir, Marie-Christine. Franchement, on sent que ça fait un moment qu'Henri Joël n'était pas sur le plateau de la Grande Team. Ah bon? Bienvenue, Henri Joël. Et bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Marie-Christine. Ballot, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine, la dame au teint d'ébène. Comment allez-vous? En fait, il a fait la répétition avant. Il a fait près de 10 minutes de répétition. Bonsoir, Marie-Christine, la dame au teint d'ébène. La dame au teint d'ébène. Bonsoir, Marie-Christine, la dame au teint d'ébène. Pendant 10 minutes, vous venez répéter ça ici. Merci beaucoup pour votre jolie Je vous en prie. Ballot, franchement. Et bienvenue, bon retour chez vous, Dago Charles. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Bon, vous avez vu que quand vous n'étiez pas là, Ballot, il s'est entraîné à faire des compliments, des jolis compliments. Ben, ça ne passe pas bien. Mais franchement, il y a vraiment du boulot à faire. Oh, c'est un jaloux. Non, ça va, je pense qu'il le pense. Je pense qu'il le pense, connaissant ce petit frère, il est sincère dans ses dits. Donc voilà. En tout cas, vous nous avez manqué, Dago Charles. Merci. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur de vous retrouver. On retrouve donc Dago Charles. On sera aussi avec Ballot, Jean-Philippe et Henri Joël. Et bien sûr, vous, très chers téléspectateurs. Allez, top départ avec LGT News. LGT News. 13e Jeux Africa. Les éléphants taekwondoïnes honorés par le président Jean-Marc Yassé. De retour au Bercail, les taekwondoïnes médaillés aux 13e Jeux Africa d'Accra ont été reçus par le président de la fédération, Jean-Marc Yassé. Il s'agissait pour le premier responsable de cette discipline en Côte d'Ivoire d'honorer et féliciter publiquement ses protégés qui se sont bien comportés à cette compétition en remportant au total 12 médailles sur 12 tireurs présents en terre ghanéenne. La réception au CSTKO hier visait également à encourager les arbitres et les coachs à se recycler afin de contribuer au rayonnement de cet art martial coréen. Prochain challenge pour la Fédération ivoirienne de taekwondo, les Open d'Espagne, de Dakar et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je retiens et je veux que tout le monde retienne une seule chose, c'est que nous avons des enfants déterminés, nous avons des athlètes compétents qui sont prêts à relever les défis à tout moment. Donc il nous suffit pour nous de pouvoir les encadrer, de leur donner la possibilité non seulement de s'entraîner, mais de côtoyer aussi tous ces gens au niveau international qui leur permettront de s'affirmer à chaque fois qu'ils auront des sorties. Il y a une compétition dans quelques temps, je crois, à Dakar et une autre au niveau international en Europe, mais on va les mettre pour qu'ils soient en jambes. Et après ça, nous allons préparer et mettre ceux qui doivent aller au JO, on va les mettre au vert pour pouvoir se former et pour pouvoir mieux appréhender et voir comment ils vont attaquer les Jeux Olympiques avec sérénité. Nous sommes allés en mission, nous sommes allés défendre le drapeau ivoirien et aussi la fédération. Et nous sommes contents que le président nous a reçus, nous a donné des conseils et nous disons merci pour tous les moyens qu'il a mis autour de ce voyage-là. Ça n'a pas été vraiment facile parce que le ministère avait choisi 4 athlètes, donc il fallait aussi compléter d'autres athlètes pour pouvoir gagner plein de médailles. LGT News. Parlons de football à présent. Ligue des champions CAF, les Mimos à Tunis. L'ASEC Mimosa s'est envolé dans la nuit d'hier pour Tunis dans le cadre de la manche allée des quarts de finale de la Ligue des champions CAF. Selon les informations relayées par la page officielle Facebook du club, les poulains de Julien Chevalier ont marqué un arrêt d'une heure à Bamako avant de prendre la direction de la capitale tunisienne. L'équipe a même effectué sa première séance d'entraînement ce jeudi. Rappelons que l'ASEC a
attaque l'Espérance de Tunis ce samedi 30 mars à 21h GMT au stade olympique de Rades. LGT News. Amical, Mbappé revient sur la défaite des Bleus. C'est là d'où l'importance du mot nuance, c'est que si on avait gagné 5-0 contre l'Allemagne, je me suis pas dit que voilà, on allait gagner l'Euro les doigts dans le nez. Donc en perdant, je me dis pas qu'on va être dépassé. C'est un avertissement. C'est sûr que voilà, le match il n'a pas été bon. Maintenant, on va pas jeter tout ce qu'on a fait, la campagne de qualif qu'on a fait, la dernière compétition qu'on a faite, tous les matchs qu'on a réussi à réaliser. Et on va pas tout jeter à la poubelle pour un match amical, même si, comme je dis encore, et j'insiste sur le fait qu'il y a eu pas mal d'enseignements pour le futur sur ce match de samedi. Mais on va pas tirer sur les gars après seulement un match perdu. Donc on est toujours soudés, unis, on est toujours remplis de confiance, remplis d'humilité aussi, et on est prêt à avoir une réaction demain. LGT News. Cameroun, Eto'o veut attirer Mourinho. Au chômage depuis son départ de la Roma, José Mourinho est en quête d'un nouveau challenge. L'idée de le voir rebondir sur le continent semble peu probable. Mais c'est ce que tente de faire le président de la Fédération camerounaise de football, si l'on s'en tient aux informations distillées par la presse hexagonale. En effet, l'ancien attaquant vedette du Barça, de l'Inter Milan et bien d'autres auraient proposé le poste de sélectionneur des Lions du Cameroun au technicien portugais. L'État du Cameroun serait même impliqué dans les discussions. Que nous réserve ce nouveau chapitre Mourinho? Attendons de voir. Alors après les news, passons donc au débrief. Henri Joël, avec vous, on parle de Djokovic qui change d'entraîneur. Oh oui, est-ce que c'est le début de saison un peu discret de Novak Djokovic qui l'a poussé à changer d'entraîneur? Alors déjà, il faut savoir que depuis le début de cette année 2024, Djokovic n'a gagné aucun trophée. Alors il a été éliminé en demi-finale de l'Open d'Australie par Yannick Sinner, qui d'ailleurs a remporté la compétition par la suite. Il a été éliminé aussi au 3e tour du tournoi d'Indian Wells par un autre Italien, Luca Nardi, mais qui est très très mal classé, plus de 120e au classement. Alors avec Goran Ivanisevic, son coach, son désormais ex-coach, c'est 12 titres de Grand Chelem, c'est-à-dire le record, puisque avant son arrivée, Djokovic avait 12 titres. Avec son arrivée, il a remporté 12 titres. Donc aujourd'hui, il a 24 titres de Grand Chelem, c'est-à-dire le meilleur joueur au niveau des compétitions de Grand Chelem. Ouais. C'est 40 Masters 1000 et c'est 7 fois numéro 1 mondial en fin d'année. Donc voilà un peu les statistiques de Djokovic avec Goran Ivanisevic. Lui-même, il a dit, il a envie de changer d'air, il a envie d'apporter quelque chose de magique, surtout au niveau du service. Alors c'est paradoxal parce que quand on sait que Ivanisevic, c'est l'un des meilleurs serveurs dans les années 2000, ouais. Et quand Djokovic a fait cette annonce-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pour moi peut-être est un peu paradoxal parce que vous avez un entraîneur qui était l'un des meilleurs serveurs dont voilà, vous vous séparez et vous, dans la déclaration suivante, vous affirmez vouloir avoir de la magie au niveau du service. Donc, on attend de voir qui il va choisir. Sinon, pour l'instant, il n'a pas d'entraîneur. Il y a le tournoi de Belgrade. Aucune information encore sur ce nouvel Comment entraîneur. On n'a aucune information sur le nouvel entraîneur de Djokovic. Pendant qu'il y a le tournoi de Belgrade qui arrive sur terre battue. Il ira seul. Est-ce qu'il ira seul? Est-ce qu'il ira avec un coach? On ne sait pas pour l'instant. Pendant qu'on sait aussi qu'il y a quand même quelques grandes compétitions qui arrivent, notamment Monte Carlo, et surtout le tournoi de France, Roland Garros. Donc voilà. Donc on attend de voir qui va succéder à Goran Ivanisevic aux côtés de Novak Djokovic. D'accord. Dago Charles, avec vous, on parle des Mimos. Oui, je voudrais bien rebondir sur le cas de la SEC Mimosa parce que c'est cette équipe-là qui représente effectivement la Côte d'Ivoire au plan continental et qui nous permet de jauger le niveau du championnat ivoirien. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Et donc, pour moi, je souhaiterais vraiment que la SEC Mimosa fasse un très bon match face à leur adversaire le week-end prochain. Même si on sait que la SEC a trébuché quand même face à certaines équipes de moindre niveau, au niveau du championnat ivoirien. Je souhaiterais vraiment que la SEC Mimosa réalise ce que nous,
adepte du beau football et surtout de l'évaluation réelle du championnat ivoirien, ils réalisent vraiment que, je voudrais vraiment que la SEC réussisse ça. Et je pense qu'ils vont le faire parce que ces garçons, j'ai remarqué que lorsqu'il s'agit des matchs du continent, ils sont beaucoup plus concentrés, comme s'ils ont pris goût aux matchs des Coupes d'Afrique par rapport aux matchs des championnats. Donc cela me rassure un peu. Et donc je voudrais que les Mimos et tous les Ivoiriens soutiennent cette équipe-là parce que grâce à elle, en définitive, on a pu avoir 3 autres clubs en Coupe d'Afrique. Très bien, Dagochal. Balo, oui, avec vous, un petit tour au Cameroun. Et ton fils qui veut bien attirer Mourinho. Absolument. Après avoir évoqué la piste Hervé Renard sur les antennes de nos confrères français, il avait dit qu'il était intéressé par la piste d'Hervé Renard qui a annoncé qu'il quittait l'équipe de France féminine après les Jeux Olympiques. Cette fois-ci, c'est José Mourinho. Donc on va passer là au crible le profil de José Mourinho. Pourquoi José Mourinho? On peut se poser la question. Peut-être parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble à l'Inter de Milan, où Samuel Eto'o-Fils évoluait, José Mourinho était l'entraîneur. D'ailleurs, à ce niveau, sur les relations entre les deux hommes, Habib Beye avait raconté une anecdote à ce niveau, que José Mourinho avait su transformer Samuel Eto'o-Fils en défenseur latéral face au Barça lors des demi-finales de la Ligue des Champions à cette époque, en 2010. Il avait permis à ce que Samuel Eto'o-Fils ait donc un repositionnement en défense pour pouvoir mettre en place une certaine tactique. Il avait dit à l'époque qu'il avait su utiliser Samuel Eto'o-Fils en lui faisant croire que Diego Milito, qui était l'attaquant de l'Inter, ne pouvait pas assumer cette tâche-là. Donc c'est comme ça qu'il avait réussi à convaincre Samuel Eto'o-Fils de défendre. Et Eto'o avait dit qu'à l'époque, il avait su l'utiliser, il avait su lui faire croire, miroiter certaines choses. Donc aujourd'hui, Eto'o se tourne vers José Mourinho. Pourquoi? Parce que les Lions indomptables du Cameroun ont été la mauvaise défense de la Coupe d'Afrique des Nations. 3 buts encaissés face au Sénégal, 2 face à la Gambie, ça fait 5 déjà pratiquement en match de poule. Donc José Mourinho, on le sait, c'est un entraîneur qui a une philosophie assez défensive. C'est quelqu'un qui sait asseoir une défense dans une équipe. C'est aussi quelqu'un qui a du caractère. Et là, ça va dans le même sens qu'un Rigobert Song qui avait lui aussi du caractère. Donc on voit qu'il veut peut-être sans doute améliorer les performances défensives du Cameroun et emmener cette dose de caractère que José Mourinho incarne pour pouvoir booster ces jeunes joueurs des Lions indomptables. Et donc, vous pensez que ce sera chose possible? Bon, on verra. Tout est possible en football. En tout cas, il a déjà des liens avec cet entraîneur-là. Il va essayer de le convaincre. On attend de voir, mais pour moi, ce n'est pas impossible, en tout cas, de le voir arriver à la tête des Lions indomptables du moment où, pour ce qui est de l'objectif financier, on a dit que Paul Biya s'était impliqué lui-même a confirmé dans cette interview que Paul Biya allait valider la liste du prochain sélectionneur des Lions indomptables. Donc, je pense que c'est pas impossible. D'accord. José Mourinho, futur sélectionneur des Lions indomptables. Jean-Philippe, est-ce Je me pose la question pour Samuel Eto'o, comment on passe de Rigobert Song à José Mourinho? Quand on sait toute la polémique qu'il y a eu au niveau de la gestion de l'équipe du Cameroun par Rigobert Song et l'hyper présence de Samuel Eto'o au sein du groupe jusqu'à la désignation de certains joueurs, jusqu'à tout simplement au choix de retirer Onana des buts et autres. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un entraîneur aussi caractériel que José Mourinho? Je trouve qu'il y a une sorte de dissonance peut-être au niveau de ce qui se passe à la tête de la FECAFOOT. Parce qu'un homme comme José Mourinho, il n'a pas sa langue dans sa poche, il n'est pas manipulable et on ne peut pas lui imposer des joueurs qu'il ne veut pas. Choses qui ont été révélées par divers joueurs camerounais, surtout des anciens. On a pu lisser là l'interview d'Alex Song qui expliquait comment est-ce que lorsque Rigobert faisait sa sélection et que celle-ci partait au niveau de la FECAFOOT, c'était une autre liste qui revenait. Comment est-ce qu'on gère un homme comme Mourinho dans ces conditions? Mourinho ne sera peut-être pas le premier très grand entraîneur à entraîner le Cameroun, même s'il n'y en a pas au-dessus de lui. Mais ils ont connu quand même des ex-footballeurs emblématiques qui étaient passés par des grands clubs comme Clarence Seedorf et autres. Donc je me dis que peut-être c'est une piste qui risque de ne pas donner grande chose. D'accord. Voilà. Ok, oui, un petit ajout. Je veux juste rassurer Auria. Voilà, il fait une belle analyse, c'est vrai. Mais en même temps aussi, José Mourinho pourrait être la solution à tout l'imbroglio qu'il vient de raconter. Ah oui, parce que sachant que Mourinho est cet entraîneur intrépide avec lequel on ne peut pas avoir ce type de comportement, ça voudrait dire que si on l'a,
voilà, il y a des choses qui ne vont plus arriver. Tout ce que Alex a raconté, tout ce qu'on raconte sur certainement les vestiaires du Cameroun, avec Mourinho, ça n'arrivera pas. Et peut-être que c'est ce que Eto'o aussi voudrait. Voilà, parce que force de reconnaître quand même que dans cette équipe du Cameroun, il y a trop d'on-dit, il y a trop de dire, franchement, tout le monde parle, il y a un désordre. Donc avoir un monsieur comme Mourinho, peut-être que ça voudrait dire qu'on veut ramener l'ordre dans la maison. Et pour moi, ce serait vraiment le souhaitable. D'accord, ok. De toute façon, on attend donc de voir la fin des discussions pour savoir si ce sera José Mourinho, le nouvel sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. On marque une petite pause, très chers téléspectateurs. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la grande team. Allez, nous sommes de retour donc sur le plateau de la grande team. Je vous redonne la question LGT de ce soir, objet du débat pour l'actu dans quelques minutes. Éléphant, quels sont les gagnants et perdants de cette fenêtre internationale? Numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3. Passons à présent à ce qui crée le buzz. L'impressionnante transformation de Mesut Ozil fait l'objet de notre rubrique Sa buzz de ce jour. On en parle tout à l'heure après cette vidéo. Regardons. Moins d'une année après sa retraite, Mesut Ozil se consacre à la musculation. L'ancien milieu offensif de la Mannschaft est apparu dans une vidéo virale avec un corps impressionnant. Mesut Ozil a trouvé une occupation qui lui permet d'entretenir la forme. Il s'est mis de façon intensive à la musculation. Souvent blessé lorsqu'il était en activité, il partage désormais les séances de musculation avec sa femme. Mesut Ozil, rappelons-le, était réputé pour son sens de la passe. Il a terminé meilleur passeur dans de nombreuses compétitions, notamment en Bundesliga, Liga, Première Ligue, Europa, Euro et Coupe du Monde. Voilà, Mesut Ozil, dis donc, c'est une très grande transformation pour un joueur filiforme qu'on a connu par le passé, Dago Charles. Ça pourrait être son hobby. Voyez-vous, beaucoup d'athlètes, notamment moi, même quand je jouais, mon hobby, c'était le bras de fer. Ce qui a fait de moi aujourd'hui le président de la fédération, il m'a un bras de fer sportif. Oui. Donc pendant qu'il jouait, il pouvait certainement aimer des hommes comme Arnold Schwarzenegger, des choses comme ça. Il aurait certainement aimé la musculation, tout ce monde-là, tout ce milieu. Donc c'est ce qui peut expliquer cela. Mais maintenant, on dit que il commence à être gros bras, ça voudrait dire que il veut changer de milieu automatiquement. Non, je ne crois pas. Voilà. Il a beaucoup de sous, il a pris sa retraite, il a envie de vivre certaines émotions, et puis voilà, il a envie de passer comme un gros bras. Moi, je ne vois pas où est le problème. Sacrée transformation, sacrée transformation. Franchement. On ne l'a pas connu ainsi. Je dirais peut-être, sur ces 10 dernières années, en termes de technique, en termes de milieu, en termes de numéro 10, peut-être je dirais, c'est vrai qu'on a aujourd'hui le Croate Modric. Mais avant Modric, quand même, si on a eu un virtuose, c'était lui. C'était Mesut Ozil, Arsenal, Vedder et même le Real. Quand même, c'était. Et puis, comme vous l'avez dit, il avait ma forme. Oui. Bon, peut-être j'étais un peu plus en forme que lui, mais aujourd'hui, il rivalise avec Jean-Philippe. Donc, quand même, c'est une sacrée transformation. Maintenant, l'objectif de ça, c'est quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il a envie peut-être de s'inscrire au bras de fer à la fédération de Dago Charles? On ne sait pas, on attend de voir. Mais en tout cas, sacrée transformation de Mesut Ozil, un après à sa retraite. Maintenant, on verra. Et puis peut-être qu'il est avec sa femme. Bon, ils ont des projets communs en ce qui concerne la musculation. Et puis donc, on verra. Peut-être s'intéresser à une autre discipline sportive, Jean? Oui, la musculation, c'est une autre discipline sportive. Ça, il faut le dire clairement. Je pense que, comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Là, comme l'a dit Charles, il est à la retraite, il est avec son épouse qui adore cette discipline. Il s'y met, il y prend goût et puis bon, on ne s'arrête plus. Quand on a les moyens, quand on a le temps, passer des heures dans une salle, on prend plus de plaisir parce qu'il n'y a pas de contraintes. Donc je pense que c'est ce qui a entraîné cette transformation. Maintenant, en termes de transformation, c'est vrai que quand on commence à aimer cette discipline, on veut de plus en plus affiner sa forme. On a
On a je dirais, des modèles dans ce domaine. Quand on voit leurs photos, on se dit, mais il faut que je devienne comme X, que je devienne comme Y. Et de fil en aiguille, on finit par transformer son corps. Je pense simplement que pour moi, c'est le fait d'avoir aimé une discipline et de s'y adonner couramment qui l'emmenait à être comme ça. C'est pas le premier, je dirais, la première star qui impressionne par son changement en termes de muscles. On a connu ici le chanteur marocain Lafouine. On a vu également. Voilà, on a eu Wiz Khalifa. On a connu des stars qui n'étaient pas Pancrate. Voilà, on a connu et même un footballeur d'origine malienne, Adama Traoré, qui lorsqu'il est sorti du centre de formation du FC Barcelone était tout mince. Et puis après, on a vu sa transformation quand il s'est retrouvé de côté de l'Angleterre. Donc ça arrive. Moi, je pense que bon, pour lui, ça lui plaît d'avoir ce nouveau corps. Et puis, vous savez, avoir des muscles, ça augmente également l'assurance en soi-même. Il faut le dire clairement. Quand vous faites la musculation, vous levez le matin, vous regardez le corps saillant, les abdos hautes, vous vous dites, voilà, je sens que mon travail a donné. Voilà. Bon, je pense que Balo, il aime ça. Franchement. Peut-être qu'un jour, il va changer comme ça également sur le plateau. Balo. C'est trop demandé à Balo, ça. Alors, dites-nous tout. D'abord, sur Mesut. Oui, mais déjà, je préfère cette forme parce qu'il faut savoir que la plupart des joueurs qui terminent leur carrière ont tendance à grossir. Hein. Voilà, on se souvient de Ronald R9, Robinho, Adriano. Donc lui, Nasri. Je pense que même Nasri, oui, il a trouvé le moyen d'avoir des muscles à défaut tout simplement pour ne pas avoir de la graisse précisément. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Il doit incarner toujours cette image de grand sportif. Et pour moi, il incarne bien. Et pourquoi pas, il peut être à la longue un bodybuilder, sait-on jamais, avec cette transformation. D'accord. Balo, est-ce qu'un jour, on aura pareille transformation de votre... Non, c'est pas possible. Ah bon, je pense pas qu'on ait besoin de muscles sur le plateau de la grande team. Donc, si, hein. C'est pas urgent. Bien envoyé. C'est pas urgent. Donc, il y a Jean-Philippe qui est bien bâti. Des Rochal qui, après ça... Jean-Philippe n'est pas musclé, attention. Voilà, personne n'est musclé sur ce plateau, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, on a terminé donc avec ce qui créait le buzz. Et bien sûr, c'était Mesut Ozil avec sa transformation corporelle. On passe à présent au stade du jour. Allez, allons donc pour les stades du jour. 5. Le COE Sport de San Pedro est dernier de la poule B de la Ligue 2 avec seulement 5 points pris en 14 matchs à 8 journées de la fin du championnat. Les Portuaires comptent 11 points de retard sur le premier non relégable, l'AS Standard. 4. Le stade d'Abidjan reste sur une série de 4 victoires d'affilée en Ligue 1. Les Yéyés sont logés à la 5e place au classement général à 2 points du podium. 93. Avec 93 sélections, Serge Aurier est le joueur en activité le plus capé de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le défenseur de Galatasaray a joué son premier match avec les éléphants le 8 juin 2013 face à la Gambie. Alors bon, messieurs, qu'est-ce qui explique la descente aux enfers du COE Sport, Jean-Philippe? Je dirais absence de vision globale. Un club qui a beaucoup de difficultés financières, un club qui... je dirais, est resté trop longtemps à rêvasser sur son passé récent, avec en pointe ses titres de champion de Côte d'Ivoire et sa finale malheureuse en Coupe de la CAF. Après le départ des Cadors, cette équipe a été en décrépitude. Il y a eu un président, grand mécène du club aujourd'hui, qui apparemment ne peut plus suivre au niveau des moyens financiers, M. Eugène Diomandé. Les cadres de la région également, on a l'impression qu'ils voient cette équipe de loin, mais généralement quand on essaie de tendre l'oreille pour savoir pourquoi ces équipes entre guillemets régionales ont ces difficultés, certains cadres estiment que ceux qui tiennent les rênes ne sont pas prêts à y voir d'un mauvais œil l'arrivée d'autres personnes pour la prise de contrôle. Et quand on demande également à ceux qui tiennent les rênes, ils estiment simplement qu'ils n'ont pas suffisamment de soutien des cadres de la région et des entités régionales pour pouvoir travailler. Donc, l'un mis dans l'autre, le plus grand perdant de toute cette chose-là, c'est le club. Aujourd'hui, San Pedro a quelques formations, Sirocco, COE, FC San Pedro.
un très beau stade, mais on ne sait même pas laquelle de ces formations-là va pouvoir jouer dans le stade Laurent Pocou. Du côté de FC San Pedro, ils ont élu domicile du côté du stade Auguste Denis. Donc, on ne sait même plus ce qui va se passer avec cette équipe. Moi, je pense que peut-être, pourquoi pas, au vu de sa situation, le changement de texte et puis une cession de cette formation à des personnes qui ont vraiment l'envie de l'avoir agrandi pourrait être la solution, comme ce fut le cas pour des formations comme Yamoussoukro FC, comme on l'a cité, le FC San Pedro. Il y a des investisseurs qui sont intéressés, qui ont les moyens de pouvoir entretenir ces équipes-là, leur permettre d'avoir un certain standing. Si les dirigeants actuels n'ont pas cette capacité-là, je pense que pour sauver les entités, ils doivent penser à les céder. En tout cas, pour l'instant, c'est bien dommage pour le COE Sport de San Pedro, triple champion 2012 à 2014, Balo. Oui, c'est dommage de voir un ancien grand club du championnat ivoirien être dans cette descente aux enfers, mais c'est ce qu'on disait, il faut tout simplement se structurer, avoir une très bonne vision. Ça passe par quoi? Ça passe par une bonne politique de formation, de recrutement. Ça passe aussi par de bons choix de coach pour espérer remonter la pente. Mais je pense qu'il faut au plus vite que les anciens clubs qui tout simplement ont fait les beaux jours de notre championnat se remettent en cause et tout simplement montent en niveau pour pouvoir nous permettre d'avoir une concurrence saine au niveau du championnat national, parce qu'à un moment donné, ça fait un peu bizarre de voir toujours la SEC en train de caracoler en tête. Et donc, il nous faut de la véritable concurrence. Aujourd'hui, dans les grands championnats, que ce soit en Égypte, même en Europe, c'est cette diversité de grands clubs qui fait que le football arrive à atteindre une certaine dimension. Donc, il faudrait qu'ils aient au moins une certaine vision sur à court, moyen et long terme pour pouvoir revenir. Dagochal, est-ce que c'est un échec du président Eugène Diomandé? C'est clair, c'est un échec. Ouais. À un moment donné de la vie de ce club, il a voulu jouer la Coupe d'Afrique. Il a même espéré la gagner. Il a mis tous les moyens. Et puis après, il a abandonné le club. Et ça, moi, je lui en tiens rigueur parce qu'on ne peut pas avoir joué la finale de la Coupe d'Afrique. On ne peut pas avoir vendu plus d'une dizaine de joueurs dans des grands clubs. Ça a certainement rapporté beaucoup d'argent au club. Bien sûr. Et puis, au lendemain, juste le lendemain de la Coupe d'Afrique, le club s'est écroulé. Donc c'est une volonté manifeste du président, je m'excuse, mais de ne pas vouloir continuer sur la lancée sur laquelle il avait projeté le club. Donc c'est vraisemblablement sa faute. Moi, ce qui me ronge, c'est le fait qu'effectivement, avec la descente aux enfers d'un tel club, la présence d'un club comme le Diené, comment on appelle ça, le Denguele Sport de Diené à Abidjan, ce type de club-là à Abidjan, ça fait de nos championnats un interquartier. Voilà ce qui me dérange. On aurait eu notre COE Sport San Pedro, comme on l'a connu, où ils étaient champions. Certainement que le championnat se serait déroulé vraiment à San Pedro avec ce club-là. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on est content de voir le championnat ivoirien se dérouler à Gagnoa, à cause du Sporting, qui tient un peu la route face à la SEC et autres. Et puis c'est tout. Et puis la SOA qui nous emmène de 30 ans à Yamoussoukro. Après ça, tout le championnat ivoirien. Il y a Lys qui est retourné à San Pedro. Et puis aussi. Voilà. Ouais. Bon, même Lys, même tout ça. Ils disent qu'ils ne jouent pas à Sandra. Voilà. Donc moi, un club comme San Pedro serait à San Pedro, en première division, qu'on aurait vraiment parlé de championnat national. Voilà. Et là, vous l'avez retrouvé en D2, dernier de la poule, quand on sait quand même que ces clubs-là ont quand même été des grands clubs dans ce championnat. Dans le football ivoirien, ça fait vraiment mal. Ça fait mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, tous les clubs qu'on voit, ce sont les clubs d'Abobo, de Yopougon, de Koumassi, de Plateau. Franchement, c'est vraiment pas réluisant pour le championnat ivoirien. Voilà. Oui, Henri Joël, il a acheté quelque chose. Oui, ils n'ont pas su capitaliser sur l'épopée de 2014. Ils ont déjà presque tout dit ici. Mais déjà, vous savez qu'une équipe qui a joué la finale de la Coupe CAF, aujourd'hui, n'a même pas un terrain d'entraînement. Il y a 2 saisons de cela, quand nous avons commencé à diffuser la Ligue 2, il fallait faire des reportages sur les équipes. On était obligé pour retrouver le FC San Pedro, le COE Sport de San Pedro, on était obligé d'aller jusqu'à Vitré, quelque part sur la route de Bassam, dans un petit village, pour les voir s'entraîner sur un terrain qui venait à peine d'être nettoyé. Et j'ai vu assez de difficultés. À un moment, le président n'était pas là. Il y avait un autre monsieur, c'est un allié qui était présent, qui essayait de maintenir le club.
Aujourd'hui, je me demande à quand remonte la dernière fois que voilà, le président lui-même est arrivé dans un stade pour suivre une rencontre de son équipe. Donc tout ça, c'est pas fortuit. Hein. C'est la succession d'événements, je dirais, malheureux pour ce club-là qui aujourd'hui emmène le FC Saint Médro à être dénié de sa poule et surtout à partir bientôt pour la D3. Parce que voilà, il reste 8 journées. Ils sont à 11 points du premier non relégable, l'équipe de Tanda. Ouais. Mais on n'en parle pas assez aussi de cette équipe parce que ce sont les deux équipes quand même qui, à un moment, ont dominé le football ivoirien. Si on prenait deux descentes dans chaque poule, c'est Séoué et Tanda. Les derniers champions de Côte d'Ivoire. Oui, les derniers champions, ce sont ces deux clubs qui partaient en D3. Oui. Donc ça, parce que de l'autre côté aussi, il y a Yeboah-Sévérin quand même, qui à mon sens s'est retiré. Donc voilà un peu la difficulté quand on a un mécène qui vient savoir, qui peut-être a beaucoup d'argent, a beaucoup de fonds, mais qui en réalité ne permet pas au club d'avoir des acquis. Quand je parle d'acquis, c'est la structuration. Pas la gestion d'un club alors. Quand on prend un petit club, parce que moi j'ai envie de dire un petit club parce qu'ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, l'équipe du Racing, qui est aujourd'hui leader du championnat, qui aujourd'hui mobilise la population du Yopougon pour aller au stade, pour les soutenir. Ils sont en train d'avoir un centre d'entraînement. Ils ont un centre d'entraînement ultra modèle. C'est vrai que ça n'a pas encore terminé, mais ils sont sur le projet. Quand on voit ce club et puis on compare à l'Afrique, au Stade d'Abidjan, au Stella, au Séoué, c'est carrément le jour et la nuit. Pourtant, c'est un petit club, comme je le dis. D'accord. Derrière, il n'y a pas de volonté dans certains clubs. On me parlera de moyens, mais le Racing n'a pas plus de moyens que ces clubs que j'ai cités dans le passé. Ok, très bien, Henri Joël. Vous avez cité justement le Stade d'Abidjan. Est-ce qu'on peut dire que le Stade d'Abidjan est redevenu un grand club du football ivoirien? Balo? Non, je pense que ça ne suffit pas. Le fait d'être sur une bonne dynamique ne suffit pas pour dire que c'est redevenu un grand club. C'est vrai que par rapport au limogeage de Oussou Israël, où il y avait à un moment donné des défaites qui se sont enchaînées, et si on veut aller au-delà, une équipe du Stade d'Abidjan qui était en Ligue 2 et qui a pu revenir dans l'élite. Après, c'est vrai qu'il y a eu un frein avec l'enchaînement des défaites. Oui. Maintenant, il y a un regain de victoire, il y a une bonne dynamique. Maintenant, il faudra que ces résultats se perpétuent dans le temps. Il faudra aussi un titre pour nous garantir que le Stade d'Abidjan est redevenu un grand club. Sinon, on peut dire qu'ils sont en voie sur cette bonne dynamique. Si ça continue comme ça, il y a la possibilité que ce club redevienne un grand club avec cette ingéniosité d'être allé chercher quand même Bobo Sylvain qui apporte de l'expérience dans les perches, qui apporte de l'expérience à toute une équipe qui est un ancien champion d'Afrique. Donc oui, il y a eu quelques choix judicieux qui sont en train de porter les fruits, mais il faut que ça continue, il faut que ça se concrétise par un titre pour qu'on dise que le Stade est redevenu un grand club, comme par le passé. D'accord. Vous pensez pareil, Jean-Philippe? Écoutez, le Stade d'Abidjan a essayé une belle série, 4 victoires d'affilée. Bientôt un grand derby face à l'Africa Sport d'Abidjan en Coupe nationale. Le Stade d'Abidjan, aujourd'hui, avait pour ambition, dès sa montée en première division, en Ligue 1, d'être champion de Côte d'Ivoire. La première année, ils avaient très bien commencé le championnat avant d'être confrontés à la réalité de la Ligue 1. Ils ont dû batailler pour assurer leur place dans l'élite. Cette année, on sent du mieux. C'est une formation qui est en train de remaîtriser à nouveau les rudiments de cette Ligue 1. Et donc, il y a une certaine stabilité au niveau de l'effectif. On sait que sous Israël, le président s'était plein d'un effectif pléthorique. Il y a eu beaucoup de départs pour beaucoup d'arrivées. Le coach a estimé qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour véritablement travailler, pour trouver une osmose. Et bon, au-delà de tout ça, sont remplacés également avec des difficultés au démarrage. Puis, on n'a plus rien entendu au niveau de cette équipe. C'était le calme plat. Et on les retrouve en train d'enchaîner des victoires. C'est une très bonne chose. C'est peut-être le réveil pour cette équipe. Et c'est un vent de fraîcheur de retrouver un ancien premier club ivoirien à avoir remporté une Coupe d'Afrique des clubs champions en 1966. Ce n'est pas rien. Essayer de se rebâtir petit à petit. C'est vrai que le plus jeune supporter du Stade d'Abidjan, quand on va du côté du Stade Robert Champroux, c'est un soixantenaire. Peut-être qu'avec les belles performances de cette équipe à la longue, ils vont avoir des supporters jeunes comme Dagouchal qui vont s'affirmer. Parce que, à part les soixantenaires, ce sont eux qui viennent. Donc on attend de voir.
Oui, Dagocha. Non, non, c'est vrai qu'il y a eu un moment quand même où le Stade Abidjan était un peu dans le ventre mou du championnat, c'est vrai. Et il y a eu une belle restructuration effectuée par le président Sidibé, avec l'arrivée du président Karim, comme président délégué de la section football, et qui a mis une organisation en place qui est en train de porter ses fruits. Et à ce niveau-là, tous, ils parlent de la Coupe d'Afrique. Depuis 2 mois, c'est-à-dire que durant la Coupe d'Afrique, au Mercato, ils ne planifiaient maintenant que, ils pensaient qu'à la Coupe d'Afrique, déjà. Donc ça démontre que ce club-là est devenu ambitieux à nouveau. Et j'espère que ils vont tenir jusqu'à la fin du championnat. Parce qu'effectivement, c'est toujours bien de jouer la Coupe d'Afrique. Quand on joue la Coupe d'Afrique, on a beaucoup plus de moyens. Bien sûr. Et puis on rêve un peu plus. Et ça permet au club de mieux s'organiser. Donc j'espère que le Stade Abidjan va très vite finir dans le trio de tête et puis retrouver la Coupe d'Afrique pour pouvoir rejouer vraiment sa carte. Comme ce fut le cas en notre temps, dans les années 70, les années 80, parce que le Stade Abidjan, il faut le reconnaître. Et vraiment, non seulement l'une des équipes qui s'habille très bien, mais en même temps aussi qui fait battre le cœur de tous les autres clubs. Parce que c'est le club qui arrive à battre aussi la SEC, l'Africa et autres. C'est très important dans un championnat. Que les grands soient bousculés par un certain nombre de clubs, c'est plus intéressant. Oui, Henri Joël. Ils ne sont pas devenus un grand. Il a parlé des années 70 parce que le Stade... J'ai cité toutes les années. Hein. Oui, mais c'est parce que... 80, 90. Oui, hein. Allez-y, Henri Joël. Parce que le Stade gagnait des trophées. Le Stade d'Abidjan n'est pas redevenu un grand club... Voilà, non, pas du tout. Pas du tout. Quand remonte le dernier trophée du Stade d'Abidjan, les années 90, c'est très, très loin. Voilà, nous étions encore très, très jeunes. Alors, déjà, en 20 matchs cette saison, c'est 8 victoires. Donc, même pas la moitié sur l'ensemble des 20 matchs, 7 matchs nuls, 5 défaites, 24 buts inscrits et 16 encaissés. Donc, c'est vrai, ils sont sur une belle dynamique, 4 matchs d'affilée sans perdre et surtout ils gagnent. Mais ça ne fait pas d'eux quand même aujourd'hui un grand. Grâce à la SEC, aujourd'hui, on a 2 places en Ligue des Champions et 1 place en coupe de la Confédération en ce qui concerne le championnat, le 3e, et puis le vainqueur de la Coupe nationale. Donc peut-être, je le dis, s'ils font un bon parcours au niveau de la Coupe nationale, ça peut leur permettre quand même d'accrocher une place qualificative pour les compétitions africaines. Au niveau du championnat, je pense que ça sera difficile parce que déjà le premier il est à 40 points, le deuxième à 38 points. Le Stade qui est à 31 points, ça sera difficile pour eux. C'est vrai qu'il reste encore 10 journées, mais quand même les équipes qui sont devant sont des équipes qui sont constantes, notamment Zoma, notamment l'AS Denguélé, l'équipe du Racing Club d'Abidjan. Je cite ces clubs parce que ce sont des clubs aujourd'hui qui, quand même, dans notre championnat, existent. Quand on prend le stade est très loin. La SEC même est loin et l'Africain n'existe même pas. Le Stella aussi est très loin. Donc aujourd'hui... L'Africain en 2e division, tu n'as pas parlé de l'Africain. Là, il n'existe pas en Ligue 1. Bon, messieurs, poursuivons, s'il vous plaît. OK, on a fini donc avec le Stade d'Abidjan. On a aussi Serge Aurier, qui vous inspire justement la carrière de Serge Aurier en équipe nationale. Balo. Oui, mais dans l'ensemble, c'est une belle carrière. Je pense que c'est un joueur talentueux qui a su vendre nos couleurs à l'international dans des clubs comme Tottenham. Et il a encore sa place dans l'équipe nationale, vous pensez? En ce moment, oui. Si je dois donner mon avis, moi je pense que non. Je pense qu'il a déjà, pour moi, tout réalisé. En termes de qualité individuelle, il n'a pas prouvé quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Tout le monde est conscient de son talent indéniable qu'il a su valoriser, comme je l'ai dit, dans le grand club, Paris Saint-Germain, Tottenham. Il a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations. Ils sont 2 dans l'histoire du pays à avoir réalisé cette performance qui est assez rare dans le football moderne, c'est-à-dire le football Made in 2024. Remporter 2 Coupes d'Afrique des Nations, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on voit bien que dans le palmarès, comme dans les qualités individuelles, je pense qu'il a réalisé de très, très grandes choses. Donc, pour moi, il faut savoir sortir par la grande porte. Et pour moi, la porte est déjà présente. Il n'y a pas moyen d'attendre. Il va fermer. Voilà, justement, il va fermer. Faut pas la fermer. Ah, oui, il ne faut pas la refermer. En tout cas, c'est bien dit. Ouais. C'est vrai. Parce qu'il faut rappeler qu'après, l'échéance à venir, c'est 2026. Ouais. Ce que je ne souhaite pas, si on n'atteint pas le second tour de 2026, je le vois mal aller au-delà jusqu'en 2027, voire 2030. Donc, il va terminer sur une mauvaise note et ça ne serait pas... Ça serait vraiment dommage de terminer sur une mauvaise note, alors que maintenant, il a la possibilité de terminer en fanfare. D'accord. Oui, et vous, Jean-Philippe? Mais écoutez, moi, je pense déjà que le choix
appartient aux joueurs et aux sélectionneurs. Ça, c'est le premier élément. La prochaine échéance, Bala dit 2026, mais à 2025, la CAN au Maroc. Et je pense qu'il a la possibilité de s'y retrouver. Pour moi, Serge Aurier, il a 93 sélections. Peut-être qu'il a 2 objectifs. Le premier, c'est d'être le seul joueur ivoirien à remporter 3 CAN. Est-ce que le groupe de la Côte d'Ivoire actuelle n'inspire pas suffisamment confiance afin de pouvoir remporter la CAN au Maroc? Moi, je dis que ce groupe inspire quand même la confiance. On sent qu'il y a un état d'esprit qui s'est créé. Peut-être qu'on va réaliser le back-to-back, ce qui a pu être fait récemment par le Cameroun en 98-2000 et par l'Égypte, qui a fait quand même un triplé. Et si Aurier estime qu'il peut apporter ce que Max Alain Gradel a apporté lors de la dernière CAN, il peut être ce grand frère qui va donner des conseils. Il peut être celui qui peut faire ce sacrifice-là, rentrer pendant certains matchs tendus, essayer de calmer les ardeurs de ses coéquipiers de par son expérience. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on voit qu'au niveau de la défense droite de la Côte d'Ivoire, il y a 2 garçons qui sont en train de s'affirmer. Il y a Senghor Wilfried qui est monté carrément en grande puissance. Et derrière, on a Guela Doué qui vient d'arriver, qui a fait forte impression. Donc ça veut dire que déjà, le choix de l'entraîneur risque d'être difficile. Est-ce qu'il ira avec 3 défenseurs qui vont évoluer à droite ou bien Aurier va réaxer son jeu? Mais quel qu'il en soit, je pense qu'il veut d'abord peut-être atteindre la barre des 100 sélections. Donc il lui reste 7 matchs. Pourquoi pas dans les qualifications. Et puis, bon, il va voir s'il a encore la force d'arriver en 2015 du côté du Maroc. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bien noté. On marque une petite pause, hein, messieurs, et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la grande team. À tout de suite. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 pour répondre à la question LGT éléphant. Quels sont les gagnants et les perdants de cette fenêtre internationale? Alors, face au Bénin et l'Uruguay, plusieurs joueurs de la sélection nationale ont marqué des points. D'autres, par contre, se sont mis dans une position inconfortable en raison de leur rendement insatisfaisant. Bon, on regarde cet élément préparé par la rédaction et après, nous, on en parle sur le plateau de la grande team. Confirmé à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Emers Faé a constitué sa première sélection à l'occasion de la fenêtre internationale qui vient de s'achever. Il a opté essentiellement pour le rappel du groupe avec lequel il a remporté la CAN 2023. Les forfaits enregistrés lui ont également permis de voir à l'œuvre d'autres joueurs. Sur le terrain, les éléphants ont eu des fortunes diverses avec un nul décevant devant le Bénin, 2 partout et une victoire de prestige face à l'Uruguay, 2-1, soit un bilan de 4 buts marqués et 3 encaissés. Si certains joueurs ont tiré leur épingle du jeu, d'autres par contre ne se sont pas montrés à la hauteur de la confiance placée en eux. Ainsi, les plus grandes déceptions ont été les attaquants. Transparents pour la plupart lors de la CAN, ils n'ont une fois de plus pas répondu aux attentes. C'est le cas des avant-centres Jean-Philippe Crasso et Karim Konaté. Le rendement insuffisant a poussé l'entraîneur à titulariser Oumar Diakité au poste face à l'Uruguay. Concernant les ailiers, la situation n'est pas plus reluisante. Hormis Oumar Diakité, Simon Adingra et Max Gradel, les autres ont été l'ombre d'eux-mêmes. Au milieu de terrain, les absences de Seko Fofana et Sangaré Ibrahim ont été plus ou moins comblées par Lazare Amani et Kader Keita. Ils ont été bien encadrés par les anciens Jean-Michel Seri et Franck Kessier. Le positionnement de Jérémy Boga en numéro 10 n'a pas donné les résultats escomptés et Idrissa Doumbia a une fois de plus été effacé. La défense est sans doute le secteur qui a donné le plus de satisfaction. Hormis quelques errements coupables face au Bénin et un manque d'agressivité devant les Uruguayens, Odilon Kosonou, Wilfried Senghor, Ghislain Conan et leurs coéquipiers ont été solides. Ils ont même enregistré le retour satisfaisant d'Emmanuel Agbadou et un renfort de choix en la personne du jeune latéral droit, Guela Doué. Au prochain regroupement, au mois de juin, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur Emers Faé va sans doute tirer les enseignements et rebattre les cartes. Allez, on ouvre donc le débat. Quels sont les gagnants et les perdants de cette fenêtre internationale? Henri Joël. Tout le monde, en ce qui concerne les gagnants. Pour moi, il n'y a pas de perdant pendant cette fenêtre. Le sélectionneur
a voulu voir certains joueurs qui n'avaient pas eu de temps de jeu, notamment Chester, pendant la CAN, qui n'avait pas disputé la moindre minute. On lui a donné la chance. Donc, il gagne un temps de jeu. C'est pas facile pour un joueur, surtout un défenseur, de rentrer dans une telle équipe et surtout faire bonne impression, parce que déjà dans ce match face au Bénin, c'est pas qu'un seul joueur. Je pense qu'ils avaient plus la tête, tout le monde le dit, mais je le pense également, ils avaient plus la tête à la fête que voilà, au jeu en lui-même, parce que je n'ai pas senti assez de concentration. Donc c'est pour cela que je n'ai pas envie d'indexer un joueur en particulier, parce que c'est pour cela que je dis tout le monde a gagné, parce que même ceux qui n'étaient pas habituellement titulaires, quand même, ont eu du temps de jeu. Et ça a permis quand même à ces joueurs-là de pouvoir avoir un premier jet en ce qui concerne l'équipe nationale, et peut-être de rebondir et de corriger certaines erreurs. Voilà, pour les prochaines sélections. Donc, moi, je pense que tout le monde est sorti gagnant de cette fenêtre FIFA. D'accord, c'est donc l'avis d'Henri Joël. Sur la page Facebook de la 3, on a Serge Pacom Assouan qui nous dit « Je pense que pour cette fenêtre FIFA, il y a des joueurs qui se sont bien illustrés et ont marqué de précieux points, tels que Emmanuel Agbadou, Odilon Kosonou, Lazare Amani, Gela Doué, Adengra, Sengo, etc. Les plus grands perdants de cette fenêtre FIFA sont Jérémy Boga, Nicolas Pepe, Diallo Chester, Crasso, Idrissa Doumbia, Jonathan Mbamba, Karim Konaté. En dehors de ces garçons, l'équipe s'est très bien comportée. Voilà, c'est l'avis donc de M. Serge Pacom Assouan. Oui, Balo, les gagnants et les perdants. Oui, déjà les perdants, je pense que c'est Emers Faye, en fonction de sa grille d'évaluation, de ses critères, et également de l'apport ou du cap qu'il veut donner à cette équipe, c'est à lui d'évaluer les perdants. Moi, ce que je peux retenir de cette confrontation face à l'Uruguay, ce à quoi je m'attendais, ce que je voulais observer, c'était de voir la capacité de réaction individuelle et collective de cette équipe de Côte d'Ivoire face à une équipe difficile à jouer, face à une équipe qui est sur une bonne dynamique au niveau des éliminatoires de la zone AM Sud. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on a eu une équipe combative, une combativité qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'on a pu observer en Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça, collectivement, c'est rassurant. Et en plus de cette combativité, on a eu une équipe qui, à chaque fois, a su trouver les ressources pour revenir au score. Ça, c'est un deuxième point qui est intéressant. Maintenant, à titre individuel, on a eu, pour moi, des joueurs aussi qui ont pu montrer de très, très bonnes choses, qui ont pu nous montrer à quel point cette équipe de Côte d'Ivoire peut, pour moi, se projeter en ce qui concerne les prochaines échéances avec beaucoup de sérénité. On a le jeune Gela Doué pour, on va dire, son arrivée a montré de très très bonnes choses face au Bénin sur son entrée et face à l'équipe d'Uruguay. On a eu également Simon Adengra qui confirme toujours tout le bien qu'on pense de lui. On a eu Oumar Diakité qui, certes, en termes de neuf pur, n'a pas été buteur, mais sur l'implication, moi, ce que j'ai pu retenir sur son implication, il est resté également combatif. Donc, à titre individuel ou collectif, je pense qu'il y a eu de très très bonnes notes à distribuer à cette équipe de Côte d'Ivoire et on espère que ça va continuer ainsi. D'accord, on a un appelant. On a M. Ouattara Bakari qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Pour vous, quels sont les gagnants et perdants de cette fenêtre internationale? Merci bien, madame, et bonsoir à toute la team. Bonsoir. Bonsoir. Pour moi, les gagnants de cette fenêtre-là, c'est Lazare Amani. Après, on a Sengo Wilfried et le jeune Gela Doué. Le collectif, je pense que le collectif, il est bon. Mais j'ai aussi des perdants, en fait, ou bien des flops. Moi, je pense que Crasso, il est un peu trop lourd dans son jeu. Ça fait qu'on n'arrive pas à percuter en attaque. Personnellement, j'ai un autre flop qui est Seri Jean-Michael, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Mais faire les mêmes fautes de façon récurrente, ça amène à se poser des questions. Et je pense qu'on a tellement de bons joueurs dans le milieu du terrain qu'il faut commencer dès maintenant à donner la chance à ces jeunes. Il ne faudrait pas attendre dans les compétitions internationales pour essayer de voir comment ils se comportent, mais c'est le moment. Donc, Seri Jean-Michael, je pense qu'il faut arriver à un moment où on peut mettre Lazare Amani à sa place et puis voir comment ça va se dérouler dans le futur. Vraiment, c'était là ma participation et puis je remercie tout le plateau. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup et puis
Bonne suite de programme sur la 3. Alors, quels sont les gagnants et perdants de cette fenêtre internationale? Pour participer, hein, comme M. Ouattara tout à l'heure, vous pouvez simplement appeler au 27 21 59 93 99. Oui, Jean-Philippe. Je vais être un peu long. Ça, je préfère. Vous allez être un peu long, oui. D'accord. Donc déjà, je les ai scindés, je ne suis pas les sélectionner en 4 groupes. Au niveau des gagnants, j'en ai recensé 9. Mais bon, si on doit véritablement s'appesantir sur ceux qui sortent du lot, je dirais comme l'intervenant, il y a Senghor, il y a Agbadou, il y a Amani Lazare et il y a Guéladoué. À côté de ces garçons, on a Kosonou qui a fait une très belle prestation également et qui a confirmé ce qu'on pensait de lui. On a Ghislain Conan, on a Kessie Franck, on a Adengra et Diakité Oumar. Pour moi, voici les 9 joueurs aujourd'hui qui peuvent constituer une très bonne base de l'équipe nationale en termes de titularisation au vu de leurs prestations depuis un certain moment au niveau de l'équipe nationale. Certes, Agbadou a remplacé Ndika. Si Ndika vient, Agbadou, je pense qu'il a déjà eu sa place à travers cette fenêtre au sein du groupe Éléphant. Maintenant, j'ai parlé des joueurs à voir. Ceux qu'on doit voir, ce sont des garçons qui, à mon sens, peuvent avoir une autre chance de pouvoir être appelés en équipe nationale en espérant qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Il y a Chester, il y a Jonathan Bamba. Je nuance un peu, tout comme Nicolas Pepe, parce que sur la rencontre face à l'Uruguay, ces garçons étaient plutôt cantonnés à des tâches ingrates. Ils ont été plutôt cantonnés à des tâches de milieu pour bloquer les couloirs et empêcher les Uruguayens de procéder à des dédoublements. Donc je nuance un peu, mais auparavant, sur certaines de leurs prestations, on a senti qu'ils n'étaient pas encore en pleine possession de leurs capacités. Il y a Kader Keita qui, à mon sens, a fait une très bonne entrée quand même. Il a bien remplacé Seri Jean-Michel. Dans le contexte de la rencontre, c'est vrai qu'il a eu des sorties de balles un peu difficiles. Donc je pense qu'on doit lui redonner une autre chance. Peut-être avec un adversaire d'un calibre légèrement plus bas, il serait beaucoup plus libéré dans son jeu. On a Fofana Yaya, moi c'est un garçon que j'apprécie énormément, le gardien. Je l'encourage, j'estime qu'il progresse, mais sur cette rencontre, il y a quelques détails et quelques défauts que j'aimerais qu'il améliore énormément, c'est-à-dire sa vitesse au sol. Aller vite chercher les balles rasantes. Il a quelques difficultés là-dessus et on a pu le constater face à l'Uruguay. Et puis il y a Jérémy Boga qui est pour moi cette grosse promesse qui n'arrive pas également à se libérer. Il y a des joueurs que je n'ai pas cités. Zouzou Apakom qu'on n'a pas pu voir à l'œuvre, qui a été sélectionné. Boni Wilfried, bon, lui il peut partir, revenir. Il y a l'âge, il y a l'expérience. Willy Boli plutôt, excusez-moi. Kone Mohamed et Issa Fofana, les gardiens des U23 qui ont été appelés pour suppléer ceux qui n'ont pas pu venir. On a Ousmane Diomande, Gradel étant parti. Maintenant, il y a les grands perdants. Je pense que c'est peut-être là que j'étais un peu attendu, mais les grands perdants, moi je ne vais pas me cacher, je le dis clairement. De par mon observation particulière sur leur performance et leurs prestations, il y a Seri Jean-Michel. Moi je trouve vraiment aujourd'hui inconcevable qu'à plus de 30 ans, celui-là même qui doit apporter de la sérénité dans le milieu du terrain de par son placement et les relances, puisse autant être un tout petit peu, excusez-moi le terme, frileux lorsqu'il est sous pression. Quand il est sous pression, il a des difficultés dans les transmissions de balles et il met tout le temps l'équipe en danger. Et face au Bénin, là où il n'y avait même pas de pression, sachant qu'il n'y avait aucun défenseur derrière lui, on a vu ce que ça passe a pu donner. J'estime qu'après le Mali, sur les 2 rencontres, encore faire ce genre d'erreur due à un excès de confiance et mettre tout le temps l'équipe en danger, l'entraîneur devait essayer de revoir cela. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'aimerais revoir Kader Keita aux prochaines échéances. Il y a également Idrissa Doumbia, qui normalement devait remplacer Seri Jean-Michel et qui, à mon sens, est encore très léger. Voilà, je pense que son apport n'a pas été indéniable dans cette équipe nationale. Et puis on a nos 2 attaquants, Konaté Karim et Crasso Jean-Philippe. Konaté Karim, pour moi, je pense que le garçon doit essayer de trouver un registre de jeu qui va le mettre plus en valeur dans l'équipe nationale, même quand il a 10-15 minutes de temps de jeu. J'ai l'impression qu'il veut essayer de jouer dans un style qui n'est pas le sien. Il n'a pas le gabarit pour jouer attaquant de fixation, il n'a pas le gabarit pour aller au contact, au duel. Et les défenseurs aujourd'hui des différentes formations nationales sont de grands gaillards. On voit avec la Côte d'Ivoire, on voit avec toutes les autres équipes. Or, il ne peut pas supporter ces duels. Il a eu 5 duels dans la rencontre face à l'Uruguay, il les a tous perdus. Donc, je pense qu'il doit essayer de revoir, réadapter sa manière de jouer, être beaucoup plus fin, félin, intelligent
éviter au maximum les duels, faire beaucoup de courses en profondeur pour étirer les défenses. Ça pourrait tout simplement être un apport nouveau. Bon, je pense qu'il y a des appelants. Si vous voulez, ils vont finir et puis je vais terminer. Oui, mais je vous ai dit que je vais être long. Bon, si vous ne voulez pas que je fasse une analyse complète, si vous ne voulez pas que je fasse une analyse complète, je vais arrêter en ce moment. Une seconde, on prend l'appelant. On a monsieur Théa qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Quels sont les gagnants et perdants de cette fenêtre internationale? Ok, merci. Je salue d'abord tous ceux qui sont sur le plateau là-bas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà. Moi, je pourrais dire comme ça que au niveau de Jonathan Bamba et de Crasso, bon, personnellement, je vois que ce sont des joueurs qui n'ont vraiment pas actuellement leur place à l'équipe nationale. Parce que depuis qu'on regarde leur match, ils n'ont pas encore prouvé en tant que tel pour qu'on puisse dire non, ce sont des joueurs performants. D'accord, donc pour vous, ce sont ces deux joueurs-là les perdants de cette fenêtre internationale pour vous? Voilà, maintenant, Konaté Karim, moi je souhaiterais comme ça, comme c'est une émission et puis tout le monde entend, je souhaiterais comme ça qu'on lui donne un peu plus de temps pour que ce jeune-là puisse montrer de quoi il est capable. D'accord, ok. Voilà, parce que j'ai l'impression que lui, on ne lui accorde pas trop de temps. On se dit que c'est un enfant, c'est un débutant. Donc ça fait qu'on ne lui donne pas assez de temps. Donc pour ma part, je souhaiterais qu'à lui, on donne assez de temps. Sinon, les deux autres là, voilà. Ce sont, je me dis, les perdants de cette règle-là. D'accord. Et tous les autres sont les gagnants? Oui, pour ma part. D'accord. Ça, c'est moi, mon point de vue. Ok, c'est bien noté donc, monsieur Théa. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous et bonne soirée, bonne émission. Merci beaucoup. Il me restait un seul joueur et puis j'avais terminé. Un seul joueur, vous êtes sûr? Hein? J'étais sur Crasso Jean-Philippe. Oui. Allez-y avec un seul joueur. Mon analyse, voilà. Donc, en parlant de Konaté Karim, j'ai expliqué tout à l'heure ce que personnellement j'attendais de lui. Maintenant, Crasso, pour moi, je pense que c'était celui-là même qui avait les meilleurs atouts pour très bien suppléer Sébastien Haller lorsque ce dernier est disponible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le garçon? Il a un beau gabarit, il a un très beau physique, il devait être capable quand même dans les duels de pouvoir très bien gêner les défenseurs, empêcher les blocs défensifs de monter, mais ce n'est pas son registre. Avec son gabarit, c'est un attaquant fin. Je sais que du côté de son club, c'est un garçon qui est habitué à jouer avec un autre attaquant et lui, il dézone très souvent pour jouer en ce qu'on appelle le 9,5. Et en équipe nationale, il est beaucoup utilisé en attaquant de pointe, en 9. Peut-être que ça le dérange, je ne sais pas trop, mais il ne s'est pas montré à son avantage sur ces dernières sélections. Je pense simplement que pour ces deux garçons, surtout au niveau de l'attaque, il faudrait songer à regarder d'autres Ivoiriens qui performent, les intégrer, voir ce qu'ils peuvent apporter et puis bon, juger sur un certain moment la capacité de chacun pour compléter la liste des 9 au niveau de l'équipe. D'accord, on a donc eu les gagnants et les perdants cette fenêtre internationale de Jean-Philippe Dagocha. Moi, je suis comme Henri Joël. Hein. Pour moi, tout le monde est gagnant. Et le véritable gagnant, pour moi, c'est le coach. Voyez-vous, après la CAN, le coach a décidé de reconduire tout le groupe. Il a gardé tout son groupe. Certains avaient pensé même que peut-être que 5 ou 6 joueurs sortiraient de ce groupe-là. Donc, en dehors de Max-Alain Gradel, il a pratiquement reconduit tout le groupe. Donc, pour moi, le véritable gagnant, c'est le coach. Parce que les matchs amicaux, il y a des principes. C'est la revue des troupes. Ouais. Ensuite, c'est l'adaptation de certains joueurs, surtout les nouveaux. Comment est-ce qu'ils vont vivre avec le groupe? Est-ce qu'ils peuvent s'adapter à la vie du groupe, tout et tout? Et puis après, les matchs venant, on voit si avec les nouveaux, ce mélange-là, on peut monter en puissance avec tous ces nouveaux-là, pour moi. Donc, parce que je suis convaincu que Faye MS connaît déjà son groupe. Ça fait combien d'années il est là? Il vient de gagner une coupe, il connaît déjà son groupe. Donc, toutes les autres observations qu'on pourrait faire, bon, ce sont des analyses pour moi, excusez-moi du terme, un peu plates. Voilà. Et donc, pour moi, le grand gagnant, c'est Faye MS. Il connaît son groupe aujourd'hui, il sait qui est-ce qu'il doit appeler, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'échéances. Et donc, quand on voit le match du Bénin, ce n'est pas la même équipe qui l'aligne pratiquement face aux Uruguayens. Donc, il sait ce qu'il fait. Et donc, pour moi, observons-le, laissons-le le temps de travailler avec tout le monde. Parce que on ne sort pas d'une Coupe d'Afrique aussi tendue quand il y a des garçons comme Crasso et autres qui seraient passés à côté de leur sujet le week-end dernier, alors qu'ils viennent de faire un mois de compétition de haut niveau.
quand ils reviennent en sélection, il y a certainement des discussions qu'ils ont avec leur sélectionneur. Allons-y doucement, pas que vous êtes titulaire déjà, non, mais on reconduit le groupe, la vie du groupe, et permettez aux nouveaux de venir. Donc, ceux-là peuvent ne pas être trop exigeants, le coach peut ne pas être trop exigeant avec eux, leur donner le temps de venir progressivement, de revenir dans la compétition progressivement. Parce que n'oublions pas que Crasso, quand même, n'était pas trop titulaire dans son club lorsqu'il venait. Quand tu prends des grains, il venait des blessures. Il y a un temps de jeu fou. Les 2 dernières semaines où il a joué, il a brillé. Donc, je veux dire, il y a des choses qui favorisent ce groupe-là, cette métamorphose, et c'est pour laquelle je dis que pour moi, c'est tout le groupe de FAMS qui a gagné. D'accord. Et qui est monté en puissance face à l'Uruguay. Et donc, le reste du temps, on a les prochains matchs en juin. Regardons maintenant les attitudes des uns des autres dans leurs différents clubs. Parce que cela va déterminer aussi leur prochaine présence en équipe nationale. D'accord, c'est bien noté. On a M. Dao en ligne qui nous appelle de Boundiali. Bonsoir, M. Dao. Bonsoir, madame. D'accord, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Quels sont les gagnants et perdants de cette fenêtre internationale? Bon, je salue tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je salue tout le monde. Bon, allez-y, oui. C'est que moi, je vais dire, bon, tout le monde est gagnant, tout le monde est perdant, mais ce qui manque aux éléphants, on le dit, c'est pas de chauffeur de bus, comme un droit. Après, à l'heure, il n'y a pas de chauffeur de bus. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, M. Dao, pour votre participation. Merci beaucoup. Je crois qu'on a entendu tout le monde sur la question LGT. Oui, Jean-Philippe, vous voulez ajouter quoi? Oui, ce que je vais dire simplement tout à l'heure, c'est pour répondre un peu à certains éléments que Charles a eu à dire concernant surtout Crasso en tant qu'attaquant. J'estime que quand on joue une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, on a un neuf qui est blessé, qui est pratiquement forfait et qu'on est obligé de le faire jouer avec sa blessure. Parce que quand à leur retour en club, c'est la même blessure qu'il a contractée avant la compétition qui est donc, je dirais, réannoncée par son club. C'est face à l'impuissance de ceux qui devaient prendre le relais que FAMS est obligé de le remettre sur le terrain. Donc quand ce dernier n'est pas encore présent sur une fenêtre et qu'on vous met dans un match et que l'entraîneur est obligé de faire jouer un Nelly à votre place, on ne peut pas me dire que non, il faut encore vous donner du temps, alors qu'on a d'autres attaquants qui sont en train de performer, qui n'ont pas eu la même chance que ces garçons. On a des Datro, on a des Bédia, on a beaucoup de joueurs ivoiriens, comme les Bamba et autres qu'on a vus avec les espoirs, qui peuvent avoir aussi leur chance en équipe nationale et montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Vous faites un mois de compétition avec les éléphants. Vous ne donnez pas une entière satisfaction. Vous avez une fenêtre pour essayer de montrer que peut-être la pression de la CAN a joué sur vos performances. Vous ne donnez pas les satisfactions. On ne va pas dire non qu'on fait des analyses plates et qu'il faut leur donner encore du temps, alors qu'il y a d'autres joueurs qui tapent à la porte. Non, moi j'estime simplement que ces garçons ont eu le temps qu'il fallait pour montrer de quoi ils étaient capables. Arrivé un moment, il faut qu'on ait également la capacité de dire simplement que leurs prestations ne sont pas à la hauteur du niveau de l'équipe nationale aujourd'hui et qu'on peut tout simplement tester d'autres joueurs. Ok, bon, vous n'allez pas passer votre temps à vous répondre les uns aux autres, s'il vous plaît. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec lui. Oui. Mais je pense quand même que quand on sort de la Coupe d'Afrique, on a gagné, qu'il y a les matchs qui arrivent, on a célébré Marcelin Gradel, il y a quand même de la joie, il y a tout ça, il y a tous ces éléments-là. Et ensuite, lorsqu'on vient en sélection, le gage de la sélection, c'est la confiance qu'un entraîneur a à un joueur. D'accord. Comprenez? Un garçon comme Haller, c'est parce que le sélectionneur Dallo avait entièrement confiance en lui. C'est pour ça qu'avec sa blessure, on l'appelle l'équipe nationale. Et donc, si on rappelle encore les Crasso et autres, moi je pense que c'est parce qu'il a encore confiance en eux. C'est pas parce qu'on a fini la Coupe d'Afrique qu'automatiquement on les a appelés. Ils ont certainement eu de la production en club. Il n'y a pas de souci, vous êtes très bien exprimés, en tout cas tous les deux. On a un appelant là, M. Koné, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Koné. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup et je salue le plateau. Voilà, bonsoir, et on vous écoute, donc, quels sont les gagnants et les perdants pour vous de cette fenêtre internationale? D'accord. Bon, personnellement, pour moi, je pense que sur cette fenêtre internationale, il y a certains qui ne jouaient pas des cartes du tout. C'est-à-dire les gens comme Kosonou, Boli, ce sont des gens... Ce sont les perdants pour vous de cette fenêtre. On ne vous entend pas bien du tout. Allô? Oui, allez-y encore, on essaye, oui. Non, je veux dire, en défense, par exemple, il y a des joueurs qui ne jouaient pas des cartes du tout. Oui, ça, on a entendu. Leurs prestations, ils gagnaient, voilà. Maintenant, ceux qui avaient des cartes à jouer, c'était, par exemple, Chester, qui a bien eu sa place, et les deux nouveaux, Agbadou et Doué,
qui sont des gagnants. Maintenant, il faut dire qu'au milieu aussi, tout le monde est gagnant. D'accord. Tous les joueurs de cette fenêtre internationale sont des gagnants. Mais le gros problème, c'est en attaque. Voilà, je pense qu'en attaque, un joueur comme Crasso, il perd beaucoup. Quasiment même toute l'attaque est perdante, sauf Adingra et Diakité. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Jérémy Boga, il sort du lot parce qu'on a trouvé une nouvelle formation où il se sent beaucoup plus à l'aise. Donc, c'est comme ça que je vois. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, M. Koné, qui nous appelait de Boaké. Sur la page Facebook de la 3, on a Lasseni Koulibaly qui nous dit, à mon avis, les gagnants de cette fenêtre FIFA ont été Guela Doué, Amani Laza et Wilfried Sengo. Le grand perdant est Konaté Karim qui malheureusement n'arrive pas à s'imposer au sein de cette sélection. Parlons de gagnants, des noms qui ressortent, hein, Sengo, Lazare Amani et aussi Guela Doué. Oui, ils ont fait de très très belles prestations. Déjà, moi je veux revenir un peu sur Sengo Wilfried, qui pour moi sur ce match face à l'Uruguay a été, je dirais, exceptionnel. Hein. Balle au pied défensivement à 1 contre 1, c'est difficile de le dépasser. Quand il décide de faire des montées, c'est fulgurant. Il arrive à éliminer facilement. Ses centres sont très très dangereux pour l'équipe adverse. D'ailleurs, c'est sur un de ces centres que l'Uruguayen marque contre son camp. Sur ce match, pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Il a été très très bon et ça ne date pas même de ce match. C'est-à-dire quand on regarde ses prestations, et même pendant la CAN, d'aucuns se posaient la question de savoir pourquoi il est sur le banc au détriment d'un joueur comme Séjourier. Voilà, donc aujourd'hui, il est en train de confirmer tout le bien qu'on pense de lui, oui. Mais pas seulement avec l'équipe nationale, hein. Même en club aujourd'hui, il est très très performant. Donc aujourd'hui, quand on dit Sengo, pour moi, ça passe tranquillement. Guela Doué, alors, il a fait une bonne entrée face au Bénin. Ensuite, il marque face à l'Uruguay, forcément derrière. Allez, il attire la lumière sur lui. Maintenant, est-ce que, parce que c'est dans la suite qu'il faut voir s'il va réussir à confirmer tout ce bien dont on pense de lui avec ces 2 matchs. Et puis, voilà, peut-être on n'a pas parlé d'Agbadou, mais je ne parlerai même pas seulement d'Agbadou, hein, je veux parler d'Agbadou et de Kosouni, il faut les saluer, parce que c'était la première fois que ces deux jouaient ensemble dans l'axe de la défense. C'est vrai qu'au début du match, c'était difficile, c'est normal. Ils n'avaient jamais joué ensemble. Donc, la complémentarité mettait du temps à prendre. Mais quand ils ont su jouer, quand ils ont su maîtriser, je dirais, les déplacements de l'un et de l'autre, on a vu ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que même il y a eu une balle où c'était à Kosonou de défendre, mais on a vu Agbadou sortir comme une flèche pour aller couvrir. Et ça a été comme cela, et pour Agbadou et pour Kosonou, tout au long du match. Donc, je pense que quand même, il y a beaucoup qui ont bien presté. J'ai dit que tout le monde a été gagnant. Tout le monde a été gagnant parce que certains, peut-être, vont gagner la place d'être très loin de l'équipe pour bien observer. D'autres aussi bien se produire. Parce que, voilà, au niveau des prestations, il y a eu quelques... Très bien. On a un appelant. On a M. Meïté qui nous appelle le Yopougon. Bonsoir, M. Meïté. Bonsoir, madame. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. D'accord. Bon, quels sont les gagnants et les perdants de cette fenêtre internationale? On vous écoute. Bon, moi, d'abord, le premier perdant, c'est Konaté Karim. Parce que c'est quelqu'un que je connais à la SEC. C'est vrai. Il jouait, mais vraiment, son jeu, c'est pas ça. Bon, un attaquant doit être baroudé. Série Jean-Michel, non, c'est un perdant. Parce que je l'ai vu. Quand un milieu récupérateur, il s'engouffre dans la défense, il sanctionne de faire la pédale, il piétine le gazon vert, il regarde les deux ailiers. Mais du côté de Série, c'est pas ça. Alors il tourne sur lui-même, Vous avez vu contre le Mali, c'est lui qui a mis, comment on appelle, le défenseur qui a pris carton rouge, contre chose aussi, le Bénin. Vous voyez? Donc Série, j'élimine. Konaté, j'élimine. Crasso, il est bon, mais il faut quelqu'un pour l'épauler. Parce que c'est quelqu'un, il est bon. Maintenant, quant à les deux ailiers, en tout cas, comment on appelle, Diakité, Adingra, en tout cas, c'est les dieux
de l'équipe nationale. Bon, le jeune qui a joué hier, qui a marqué le deuxième but, est-ce qu'on ne peut pas le mettre aussi comme avant-centre? Je ne sais pas dans son club s'il est ou bien les choses, je ne sais pas. Bon, quant à le gardien, Yaya, vraiment, il enquête de but facile. Le but facile. Alors, donc, il faudra qu'il fasse beaucoup attention. Parce que quand la défense... Hier, par exemple, je voyais le jeu, le ballon passait dans la surface de réparation comme une défense imperméable. C'est par là qu'il enquêtait le but d'égalisation. Quand une défense est comme ça, vraiment, ça n'arrête pas. Nous qui sommes dans la fauteuil, le cœur bat, on bavarde. Voilà ce que moi je peux dire sur l'équipe nationale. D'accord. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bons, ils sont très bons. Mais il faudra que Faye essaie de regarder bien ces joueurs. Voilà ce que je peux dire sur l'équipe nationale. D'accord. C'est bien noté en tout cas. Merci beaucoup. Justement, l'appelant parlait de Yaya Fofana. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres alternatives crédibles pour Yaya Fofana? Balo? Je ne pense pas qu'il soit question de chercher des alternatives, mais oui, si on veut évoquer un certain nombre de gardiens ivoiriens qui évoluent au niveau européen, Alain Zadi qui est pas mal, voilà, qui est un gardien qui tout simplement par rapport au profil des nouveaux gardiens recherchés avec une grande taille et une capacité également à être performant, oui, il peut être une bonne alternative. Mais bon, pour ce que j'ai vu sur cette fenêtre, lorsqu'on regarde les différents buts, est-ce qu'il a été fautif? Non, pas vraiment, mais il y a quelque chose encore à corriger chez lui. C'est qu'il a tendance très souvent à oublier d'être sur sa ligne et ça nous met très souvent en difficulté. Face à l'Uruguay, en première période, je pense qu'il y a un joueur uruguayen, notamment, si ma mémoire est bonne, Federico Vinas, qui l'avait vu avancer, qui avait tenté un lob. Face au Bénin, c'est vrai que ces deux joueurs sur le corner n'ont pas su le couvrir. Ben, il n'a pas été sur sa ligne. S'il avait été sur sa ligne, ça aurait peut-être pu lui permettre de pouvoir couvrir ces lacunes-là en nous sortant un arrêt. Mais il faudrait qu'il soit un peu dans ses perches à un moment donné. D'accord. Oui, Adago Charles. Le gardien? Moi, je pense qu'il n'y a rien à dire sur Yaya Fofana. Okay. Franchement, je pense pour moi qu'il a beaucoup progressé. Il a très vite appris, parce qu'il ne connaissait pas l'environnement africain. Et puis, voilà, il est arrivé, il a assuré durant la CAN. Et puis, voilà, sur ces deux matchs-là, moi, je ne lui reproche rien du tout. Parce que quand on prend le premier match, on joue en 4-3-3, on joue un peu plus haut, on essaie de jouer notre football. Et puis, bon, c'est sûr, quoi, le premier but qu'on enquête, bon, malheureusement, c'est un CSC. Le deuxième but, c'est une mauvaise relance de Série Jean-Michel dans un duel où il s'est fait doubler facilement. Bon, ça, c'est pas de sa faute. Le deuxième match, on joue avec 5 milieux de terrain. Donc, en jouant 5 milieux de terrain, en bouclant ce milieu de terrain-là, les Uruguayens les a bouffés. Donc, il n'a pas eu à trop travailler, pratiquement. Le but qu'on encaisse, c'est vrai, c'est un but d'école. Oui, c'est un retrait. Mais parce que les Européens, ils ont cette habitude, les Sud-Américains, ont cette habitude-là de ne pas faire des centres pour des centres. Quand ils font le retrait, c'est vraiment une passe. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis, bon, malheureusement, on a encaissé le but. Donc, pour moi, Yaya, pour l'heure, c'est franchement un très bon gardien. Il n'y a rien à dire sur Yaya. Okay. Voilà, parce que quand un gardien encaisse ou quoi que ce soit, les premiers responsables, c'est d'abord les défenseurs. Mais quand tu regardes le deuxième match, tu prends un garçon comme Diakité, qui harcèle toute une défense et qui empêche cette défense uruguayenne-là de venir d'abord passer le milieu du terrain jusqu'à ce qu'on arrive sur Yaya. Ça veut dire que c'est toute l'équipe qui a défendu pour que Yaya n'encaisse pas, que Yaya soit un très bon gardien de but. D'accord, pour terminer avec Yaya Fofana. Oui. Ce qui est intéressant avec Yaya, c'est qu'aujourd'hui, on a ce gardien moderne. Aujourd'hui, qu'est-ce que les entraîneurs et peut-être les sélectionneurs demandent? Un gardien qui est capable de jouer balle au pied. Et si vous avez remarqué dans ce match, à chaque fois qu'on était en difficulté, il y avait le relais sur Yaya, ensuite un autre joueur pour sortir de l'étau uruguayen qui souvent se serrait. Mais peut-être ce que je vais demander aux sélectionneurs, c'est d'essayer d'autres gardiens. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a d'autres qui sont là. Il y a des matchs amicaux, par exemple, qui arrivent. Il faut avoir la capacité, il faut avoir la possibilité d'essayer d'autres. Au cas où un jour on se retrouverait à une blessure de Yaya ou peut-être un forfait, je ne sais pour quelle raison. Voilà, on ne soit pas en difficulté. Finalement, que le coach essaie aussi d'autres gardiens. C'est bien noté. Éléphant, quels sont les gagnants et les perdants de cette fenêtre internationale? Écoutons le public sportif ivoirien. Match, la Côte d'Ivoire défensivement a encaissé 2 buts.
chose qui n'est pas vraiment normale. Parce que une bonne équipe, c'est d'abord la défense. Ce volet, vraiment, il faudrait qu'on puisse travailler là-dessus. Parce qu'on a vu à la CAN, à chaque match, on encaissait des buts. Et concernant le match de l'Uruguay, les éléphants étaient vraiment déterminés à vouloir gagner le match. Il y avait l'envie, il y avait l'engagement. Et il y avait cette cohésion, ce bloc défensif. Et offensivement, on a senti une équipe qui était vraiment tirée vers l'avant. C'est des attaques rapides. Le premier match face au Bénin, je n'ai pas apprécié beaucoup. Pourquoi? Parce que le système de jeu n'était pas trop ça. Et bon, nous, en fait, les Ivoiriens se disent que le Bénin, c'est pas une équipe, en fait. Donc, on sous-estime. Mais malheureusement, le Bénin nous a montré un match que nous-mêmes, on s'entendait pas à ça. Par rapport au deuxième match, moi, je pense que c'est une victoire qu'on doit vraiment apprécier, on doit vraiment solliciter et encourager nos joueurs encore à aller de devant, de faire encore plus que ça. Je pense que tous les joueurs de l'équipe nationale sortent gagnants. Vu leur parcours à la CAN, ils ont été les grands gagnants, c'est eux qui ont gagné la médaille d'or. Donc, je pense qu'ils sont tous gagnants. Seulement qu'à l'heure, on a vu les 2 derniers matchs amicaux contre le Bénin et contre l'Uruguay. On n'a pas vu à l'heure jouer et certains autres joueurs. Mais je pense que tous les joueurs sont gagnants. Voilà, surtout selon vous, hein, pour les échéances. Les échéances, oui. Du mois de juillet, quels doivent être les critères de sélection? Jean-Philippe. Voilà, là, c'est nous demander de faire un exercice à la place de faire immerse. Mais je pense que le premier des critères va constituer d'abord la performance. Ensuite, la complémentarité va venir, puisqu'on a des garçons qui ont su montrer de la complémentarité dans le jeu de l'équipe nationale. Il y a également l'état d'esprit, comme le sélectionneur l'a dit lui-même, il faudrait des gens qui soient prêts vraiment à aller à la bataille pour l'atteinte des objectifs. Je pense que pour moi, ce sont les 3 critères qui vont beaucoup jouer dans le choix des différents athlètes. Ballot? Oui, la performance, surtout, et puis aussi l'apport, parce que ce sont 2 notions importantes pour un sélectionneur. C'est vrai qu'il y a la performance, mais qu'est-ce qu'il apporte à son dispositif? De quoi Emers Faé a besoin pour les prochaines fenêtres? Et c'est à cette question-là, généralement, que répondent les profils des joueurs qu'il souhaite apporter à cette équipe de Côte d'Ivoire. Bon, pour le moment, on a très souvent dit qu'on cherchait une alternative à Ghislain Conan. Là, je pense que les choses sont en train d'être réglées. On avait un problème au niveau des milieux offensifs. C'est-à-dire, est-ce qu'on on était capable d'avoir ce joueur-là qui peut impulser le jeu, qui peut organiser les choses. Amani Lazare semble avoir un bon profil dans sa technicité. Il a su le prouver au niveau de l'Uruguay. Au niveau de l'attaque, pour le moment, on a une certaine dépendance en termes d'efficacité. Il faut préciser, en termes d'efficacité à Sébastien Haller. Donc, peut-être que pour les prochaines échéances, il ira chercher d'autres attaquants capables aussi d'être des tueurs, d'être capables de transformer beaucoup d'occasions de but. Donc, je pense que c'est ce à quoi je pense qu'il va s'atteler. D'accord, Charles? Non, moi, je fais confiance entièrement à Faye MS. Okay. Ouais, je lui fais entièrement confiance par rapport au choix. Parce que voilà, un sélectionneur qui ne fait pas n'importe comment les remplacements. Et quand il fait ces changements, c'est toujours judicieux. Donc, je ne serais pas surpris de voir un Faye MS sélectionner un joueur qui peut jouer ne serait-ce que 15 minutes. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'est peut-être pas en forme, mais qui a une palette qui est différente de tous les joueurs qui seraient en forme, mais qui pourraient lui rendre service durant juste 10-15 minutes à fond. Je ne serais pas surpris de voir, parce que ce type de joueur existe. On en a connu, des joueurs qui peuvent renverser un match durant les 5-10 dernières minutes. Et donc, je ne serais pas surpris que Faye MS dégote un tel joueur pour pouvoir lui apporter ce plus-là. Donc, moi, je lui fais entièrement confiance. C'est bien noté. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de la grande team. Merci, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.